안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama chinois A League of Noblemen. Du coup, un drama issu d'un roman de 29 épisodes qui est un BL et spécial Tencent. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, il est sorti il y a pas longtemps. Il est sorti en 2023. C'est vraiment très 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 récent. Et oui, vous avez bien entendu, c'est un BL. BL veut dire Boy Love, donc romance entre deux hommes. Mais il y a un mais, il y a toujours un mais. Si vous suivez un petit peu la Chine et le drama, vous savez qu'il y a eu un ban qui a été installé durant tout 2022 sur les BL en Chine. Interdiction de diffuser du coup des BL. Et récemment, visiblement, le ban aurait été levé ou bien partiellement levé. C'est pour ça que ce drama du coup a été diffusé. Petit clin d'œil comme ça, ce n'est pas le seul drama BL qui doit arriver, il y en a un autre ces temps-ci qui est en train d'être diffusé, qui s'appelle, j'ai toujours du mal avec le titre, c'est un truc de malade, Justice in the Dark ou quelque chose comme ça, qui est une adaptation du roman de Priest Modu. Du coup, ce drama League of Gentlemen marque enfin le retour des BL en Chine. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Alors, petit disclaimer, bien évidemment, pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas trop les BL chinois. En fait, en Chine, on dit pas vraiment BL, c'est pas juste de dire BL. En fait, le plus BL que vous trouverez en Chine, ce sont des bromances. Donc, c'est-à-dire, par exemple, World of Honor et Gentleman. Quoique, World of Honor était quand même très osé, quand même. Bon, c'est d'ailleurs à cause de World of Honor qu'on a eu ce ban sur les BL en 2021 et 2022. C'est à cause de World of Honor. On appelle ça bromance parce que c'est pas non plus très explicite comme vous pouvez trouver, par exemple, en Corée, au Japon, à Taïwan ou en Thaïlande même. En fait, vous trouverez jamais des dramas chinois aussi explicites que dans les autres pays, par exemple. Mais c'est voilà le plus BL qu'on puisse avoir. On appelle ça bromance en Chine. Donc bromance égale BL. En Chine uniquement. Par contre, dans les autres pays, bromance égale bromance. Il n'y a que en Chine que bromance égale BL en réalité. Comment j'ai découvert le drama? Eh ben, écoutez, par hasard. J'en ai entendu parler pas mal par différents reviewers, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui ont des chaînes YouTube et qui sont surtout anglophones, donc aux États-Unis et au Canada. J'accorde énormément d'importance à l'avis de certains créateurs de contenu sur YouTube qui justement font des reviews sur les dramas, et bah, surtout deux personnes en particulier. Et bah, ces deux reviewers-là sur YouTube avaient donné des avis assez négatifs au début sur League of Noblemen. J'avais entendu pas mal de choses comme quoi c'était insipide, que le lead n'était pas ouf, que le jeu n'était pas incroyable, que c'était là mais que c'était pas là et qu'on oubliait rapidement son existence. Et du coup, c'est vrai que je suis arrivée sur le drama un petit peu en mode oula, où est-ce que je m'aventure? Est-ce que c'est si insipide qu'on le dit du coup? Et finalement, j'ai été agréablement surprise en fait. Du coup, bah, morale de l'histoire, je vous invite vraiment à faire votre propre avis parce que c'est pas parce que j'ai pas aimé un drama que ça veut dire que vous n'allez pas l'aimer. Alors, généralement, j'essaie toujours d'apporter une critique de pourquoi j'ai pas aimé. Généralement, vous allez rarement m'entendre dire c'est nul, point. Généralement, je vais dire c'est nul parce que ta 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 ta, ou bien c'est pas bien parce que ta 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 ta. Mais voilà, vraiment l'importance de faire son propre avis parce que si j'avais écouté ces personnes-là que j'aime beaucoup, et bah malheureusement, je serais passée à côté de ce drama qui est franchement pas mauvais. En tout cas, c'est pas aussi mauvais que je le pensais. En même temps, j'avais des attentes tellement basses que ça pouvait être que bon, en fait. Donc voilà, vraiment très très bonne surprise. Alors, disclaimer, ce n'est pas le BL de l'année, ça ne sera pas le BL de l'année, ce sera pas un BL chef-d'œuvre, on est bien d'accord. Mais par contre, franchement, c'est vraiment pas mal. Et maintenant que je l'ai un peu recommandé autour de moi, j'ai quand même pas mal de bons retours sur ce drama-là, donc il n'est pas mauvais du tout. Alors du coup rapidement pour les acteurs principaux, nous avons Song Wei-long. Song Wei-long, si vous le connaissez pas, bon il a fait pas mal de rôles, hein. Il a fait dans Meet Yourself si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez, voilà. Il a fait dans Go Ahead, il a fait dans Meet Yourself. Voilà, donc il a fait dans ces deux dramas là, puis il en a fait encore d'autres bien évidemment, mais ce sont ces dramas les plus connus, je pense que vous le connaissez. Et nous avons ensuite l'acteur qui s'appelle Jing Bo-ran. Alors lui, je le connais de visage, mais j'ai du mal à le resituer dans un drama. Alors il a joué dans Love O2O, The Lost Tomb. C'est lui qui avait joué dans The Psychologist, le drama de psychologie. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Oh, je l'avais pas reconnu. Je me disais aussi que je le connaissais maintenant. Voilà, il me semblait bien que je le connaissais. D'accord, ok. C'est bon, je le reconnais. Je le resitue, c'est bon. Voilà, dans The Psychologist. Et je l'avais bien aimé dans The Psychologist en plus. C'était vraiment son rôle que j'avais. D'accord, oui, c'est bon, voilà, ça, je le remets, voilà. Donc voilà, ce sont nos deux acteurs principaux. Après, il y a bien évidemment d'autres acteurs que vous connaîtrez sans doute peut-être. Voilà, le casting est assez sympathique. Alors, c'est vrai que moi, en commençant le drama, bon bah comme vous le savez déjà, j'avais eu des très très mauvais, enfin pas des mauvais retours, mais des retours un peu en mode perdez pas votre temps sur ce drama-là, donc j'étais déjà pas très chaude. Mais en plus, moi, je suis pas très fan de Song Wei-long. J'ai jamais réussi à accrocher avec cet acteur-là. Je trouve que c'est pas un excellent acteur. Je veux dire, il y a beaucoup mieux pour sa tranche d'âge, par exemple. Il y a vraiment des acteurs qui sont beaucoup mieux que lui. Je bloquais un petit peu au début en allant sur ce drama-là, mais je me suis dit allez, why not, on tente. Et franchement, malgré le fait que Song Wei-long, je ne sois pas fan de lui et que c'est pas un acteur incroyable, je trouve que dans ce drama-là, et bah quand même, il m'a pas... Comment dire? J'ai quand même réussi à continuer le drama et le regarder, même s'il joue pas non plus de manière incroyable, et même si parfois il y a des petits défauts dans son jeu, j'ai quand même réussi à rester sur les 29 épisodes, et ça... c'est du miracle, non c'est pas du miracle mais ça c'est vraiment un facteur assez important, c'est que j'ai réussi à regarder un drama en entier où il est acteur principal, donc c'est une première pour moi.
Donc voilà. Alors du coup, rapidement, juste avant que je vous donne mon avis, de quoi parle du coup le drama A League of Noblemen? Et ben en fait, A League of Noblemen, donc du coup on va se placer dans un contexte historique avec deux personnages. Le premier s'appelle Jiang Ping. Jiang Ping, on nous explique que du coup c'est un scholar, on appelle ça en anglais scholar, c'est une classe de la société, surtout à l'époque dans la Chine ancienne. Je sais pas si on peut vraiment dire une classe de la société, mais les scholars c'est une classe en fait, c'est des érudits, ou en tout cas ce sont des gens qui dévouent leur vie en fait à la connaissance et au savoir et qui apprennent et qui après deviennent des gradés au sein du gouvernement avec l'empereur et tout. Bref, j'ai pas envie d'aller trop loin dans les détails parce que c'est un peu compliqué et je pense que vous n'avez pas forcément envie d'un cours d'histoire. Mais du coup, Jumping lui, eh ben justement, il fait partie de cette classe de scholars, donc c'est une classe quand même qui a un certain prestige. Et Jumping, on sait aussi que c'est un enquêteur hors pair extrêmement intelligent avec une excellente logique. Et un jour, Jumping va croiser le chemin de notre second personnage qui s'appelle Lan Jue. Lan Jue, lui, au contraire, c'est un officiel. Alors je sais pas comment on peut dire en français, mais il est en fait le ministre des rites. On sait en fait qu'il y a une sorte de différence de classe entre guillemets entre Jianping et Lan Jue. Lan Jue est beaucoup plus haut dans la société entre guillemets que Jianping. Jianping, même si c'est un scholar, il reste quand même assez bas. Et en gros, ces deux personnages-là vont se retrouver liés ensemble dans une enquête. En fait, il va y avoir une soirée qui va être organisée pour l'anniversaire de Lan Jue et un meurtre va avoir lieu durant justement son anniversaire et Jianping va être présent sur les lieux et ils vont mener l'enquête et ils vont se retrouver liés à une grande conspiration. Je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais ils vont devoir en fait travailler ensemble pour mener l'enquête sur une série de meurtres qui se passent dans leur ville et dans leur entourage. Voilà, j'ai pas à en dire trop. Tout ça, bien évidemment, est lié avec la famille impériale, surtout l'impératrice, parce que du coup, là, dans le setting qu'on nous donne, il n'y a pas vraiment d'empereur. Enfin, c'est le fils, mais la personne qui a vraiment le pouvoir, c'est la mère de l'empereur. C'est un peu le Sherlock Holmes de l'époque, si vous voulez, hein, c'est un peu ça. Hein. Et voilà. Alors, je vais pas aller trop loin parce que j'ai pas envie de vous spoiler, bien évidemment, mais j'ai quand même envie de vous faire un review. D'ailleurs, au lieu de faire deux parties, généralement je fais un premier épisode sans spoilers et un second épisode avec spoilers. Là, j'ai décidé de tout combiner. Donc là, durant les 15-20 premières minutes, ce sera la version sans spoilers. Et ensuite, je vais vous donner une annonce. Attention, il y a des spoilers. Et à partir de là, je vais commencer la seconde partie. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de A League of Noblemen? Alors j'ai commencé par les points positifs et j'ai pas mal de points positifs à vrai dire. Alors déjà, point positif, c'est un biel. Et c'est vrai que franchement, on va être honnête, c'est bien plus biel que ce que je pensais. Il y a vraiment des choses où je me suis dit, ah ouais quand même, ah ils ont osé. Vraiment, tu te dis ça a passé la censure, ça? Vous êtes sûr qu'il y avait un ban il y a encore quelques temps? Parce que t'as des trucs, on en parlera dans la version avec spoilers tout à l'heure, mais j'étais assez choquée. Je me suis dit, c'est vraiment bien plus osé que ce que je pensais. Donc, déjà, gros point positif. Et aussi, autre point positif, c'est notre premier BL de l'année, quoi. Voilà. On commence très fort l'année, donc je suis très contente. En plus, il y a plein d'autres billets qui sont annoncés pour l'année, donc espérons qu'ils sortent. Enfin, ça serait sympa. Autre point positif que j'ai beaucoup aimé, le drama est super court. Alors, je m'explique. En fait, le genre très courant qui est en Chine, qui est le drama historique, très souvent, le problème avec ce genre-là, c'est que très souvent, il y a des affaires de conspiration, de complot, et en fait, le problème principal de ce genre de drama-là, des dramas où on mêle et des histoires basiques de personnes qui vivent dans la société, qu'on mêle aussi à ça tout ce qui est les affaires impériales, donc avec les complots et tout, le problème principal dans ces histoires-là, c'est que très souvent, c'est chiant, c'est long, c'est redondant, et c'est pas vraiment intéressant, et ça prend vraiment des plombes, c'est super compliqué, et très souvent aussi, t'as plein de personnages différents qui font différents complots et qui essaient de outsmart absolument tout le monde. Genre, t'as 4-5 clans de personnes, t'as les eunuques, je sais pas, t'as un noble, t'as un gars de l'armée. Et très souvent, la dynamique appliquée dans ces dramas-là, c'est que tu suis les acteurs principaux pendant peut-être 20 minutes et après, le reste de l'histoire, c'est plein de morceaux des différents acteurs secondaires. Et justement, on suit leurs différents complots. Et ici, dans A League of Noblemen, moi, mon point positif, c'est que ça n'y est pas. Parce que moi, en fait, tout ce qui est les complots impériaux, avec 40 milliards de personnes qui essayent de se mettre des bâtons dans les roues, de pousser les gens dans les ravins, là, ça m'intéresse pas nécessairement. Je décroche assez vite, sauf si vraiment l'intrigue est forte, mais souvent, je décroche et j'accélère, en fait. J'appuie sur suivant, suivant, suivant. Je pense que vous l'avez tous fait, on est bien d'accord, on a les dramas historiques. À moins que vraiment ce soit votre cas, mais que vous adoriez ça. Dans ces cas-là, effectivement, voilà. Mais si vous êtes comme moi, quand il y a trop de complots, quand ça va trop loin, quand il y a trop de sous-intrigues pas très intéressantes, forcément on passe. Et ici dans A League of Noblemen, vraiment on est resté au plus simple du simple du simple de l'intrigue. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue, il y a un fil rouge et on n'a pas vraiment de personnages secondaires inintéressants. Tout tourne autour de nos deux acteurs principaux plus leurs deux amis respectifs et basta en fait, c'est tout. Oui, il y a l'impératrice, ok, mais je veux dire, on reste un petit comité si vous voulez, vous voyez. On va pas commencer à étendre, à avoir plein de personnages secondaires, tertiaires qui servent à rien. Non, non, non. Donc ça pour moi c'est un énorme point positif parce que c'est vraiment rare actuellement de trouver des histoires assez simples entre guillemets. Je sais pas si on peut vraiment dire simple mais simple dans la construction. Et moi je trouve que franchement je trouve que c'est plus agréable. Enfin après peut-être que ça dépend de chacun mais moi en tout cas je trouve que là ces temps-ci c'est vraiment plus agréable d'avoir une histoire assez simple avec pas 40 milliards de personnages.
Voilà, donc j'ai trouvé que l'enquête principale était vraiment intéressante, elle était pas vraiment vide, il y avait pas vraiment de watering down, de rallonger pour rallonger, histoire de faire des épisodes. Je trouve que ça va, franchement, il y avait pas non plus trop de longueur dans mes souvenirs. J'ai bien aimé aussi le début était très drôle. Alors je sais pas si c'était moi qui étais juste en dépression totale et j'avais besoin de rire, je sais pas. Mais vraiment, les peut-être 10 premiers épisodes étaient vraiment drôles, surtout l'acteur Song Wei-long, que je n'appréciais pas du coup, comme je vous l'ai dit avant, je suis pas vraiment fan de lui. Dans ce drama, je l'ai trouvé assez drôle, parce que justement, il joue un personnage un peu à l'ouest, un peu aloof, un peu, comment dire, il n'a pas conscience vraiment des normes, vous voyez, de l'époque, des coutumes de l'époque. Il est toujours un peu en décalé par rapport à comment une personne doit se conduire dans cette période-là. Il est toujours, voilà, il s'en fout un peu de tout, en fait. Il est toujours en décalé, et c'est ça que j'ai bien aimé. Il est un peu à l'ouest. Parfois, on dirait même parfois qu'il est un peu débile, même s'il n'est pas débile, mais voilà, vous verrez de toute façon. Le début était plutôt drôle. Après, plus on va avancer, plus on va plutôt rester dans le sérieux. Mais en tout cas, les premiers épisodes m'ont fait beaucoup rire. Donc voilà. Song Wei-long, première fois vraiment que je l'apprécie. C'est la première fois que je regarde un drama avec lui de A à Z sans vraiment m'ennuyer. Franchement, plutôt bonne surprise. Même si il y a des défauts sur son jeu, on est bien d'accord. On pourra en reparler après. D'ailleurs, c'est ce qui revient souvent dans les reproches sur ce drama-là. C'est Song Wei-long principalement. La bromance. Alors, c'est ce que vous attendez tous. Est-ce qu'il y a une bromance dans ce drama? Alors oui, il y en a une, effectivement. Les deux acteurs principaux ont leur moment. Par contre, on sait que le drama a été coupé, a été édité. Il y a pas mal de scènes qui ont été retirées, qui ont été enlevées, surtout des scènes, je pense, où ils étaient ensemble. On le sait, on le voit d'ailleurs que voilà, il y a des gaps, parfois il y a des écarts. On sent que voilà, il y a pas mal de choses qui ont été enlevées, mais sur ce qui reste de nos plans, du coup, sur ce qui reste du coup de l'histoire, donc les 29 épisodes, il se passe des choses. Vous avez une réelle bromance, vous avez une amitié bromance comme vous voulez qui se forme. Par contre, là où les choses deviennent vraiment beaucoup plus intéressantes avec ce drama-là, on sent clairement dans le drama en fait que ils ont voulu faire un BL, d'accord, mais ils pouvaient pas en faire. Et en fait, ils ont tellement essayé de dire non, non, vous inquiétez pas, on est en règle, on fait pas de BL, que du coup, ils ont fait en sorte que les deux acteurs principaux ne flirtent quasiment jamais, et ça je mets entre guillemets parce qu'il y a quand même des scènes de flirt, mais on va dire qu'ils ont essayé de séparer un maximum les acteurs principaux, sauf quand il y a vraiment besoin dans l'enquête, mais sinon les séparer un maximum. Ce qui fait que forcément, si on sépare les deux acteurs principaux, il faut bien qu'il se passe quelque chose de chacun des côtés des personnages principaux. Jusque-là, vous me suivez, je pense. Donc, ils ont créé des personnages secondaires avec qui justement les personnages principaux respectifs vont interagir, mais le problème c'est qu'en fait du coup les acteurs principaux flirtent avec leurs amis respectifs, ce qui fait que tu te retrouves dans un octogone chelou avec 4-5 acteurs où les deux acteurs principaux flirtent avec tout le monde sauf entre eux. C'est incroyable, j'ai trouvé ça trop drôle. Quand t'as des scènes, par exemple Champion qui va avoir des scènes de flirt, là on peut le dire, c'est des scènes de flirt, c'est des scènes ambiguës avec un autre personnage mais qui n'est pas le personnage principal, mais on sent qu'on nous dit quelque chose. En fait le problème c'est que moi je sais pas comment interpréter les signaux étant donné que je vois quelque chose mais je me dis mais c'est pas possible, ça suit pas les codes, normalement ils sont censés faire ça avec les acteurs principaux, non, genre c'est trop drôle. On se retrouve vraiment dans un ménage à 4, dans un ménage à 5 qui est assez intéressant, vous verrez d'ailleurs. Donc si vous voulez de la bromance, vous en aurez avec les deux acteurs principaux certes, mais vous en aurez surtout avec les acteurs secondaires. Oui, j'étais vraiment perdue avec ce drama, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on essaie de nous dire, qui est censé terminer avec qui? Voilà, j'en parlerai après de ma team du coup avec pour qui je suis dans les couples, je vous en parlerai après, mais c'est n'importe quoi. Je crois que c'est la première fois que je vois un truc pareil, hein, franchement. C'est pour ça je vous dis, on voit vraiment qu'ils ont essayé de faire un BL mais pas faire trop un BL et de faire non non non, on est en règle, ils flirtent pas ensemble, vous inquiétez pas, mais du coup ils flirtent avec les autres. Ah non, je suis dead, c'est énorme, j'ai jamais vu ça, hein. Vraiment c'est une première pour moi de un truc pareil, j'ai jamais vu, mais ça donne un résultat intéressant. Ah oui, autre chose que je voulais dire, le clan, alors je vais pas en dire trop, je vais pas vous spoiler, mais le clan, la famille auquel appartient Jang Pyong, du coup le personnage principal joué par Song Wei-long, je suis fan. Et en fait l'ambiance générale de ce drama-là ressemble beaucoup à l'ambiance de Ardal Chronicle. Je sais pas si vous connaissez Ardal Chronicle. Et en fait, dans Ardal Chronicle, pour ce genre-là, vous voyez un peu l'univers, on attend un certain standard de ce genre-là, d'accord, pour Ardal Chronicle. Et du coup, dans ce drama-là, rien à voir, hein, les genres, hein, mais voilà, je fais un rapprochement, je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. Et justement, dans A League of Gentlemen, le clan, entre guillemets, de Jang Pyong, l'ambiance générale et le style général, en fait, réussit là où, pour moi, Ardal Chronicle a clairement échoué dans le genre. Je suis pas du tout fan de Ardal Chronicle et de l'ambiance qui a été créée autour de Ardal Chronicle. Cette ambiance-là, pour moi, je n'y crois pas, en fait. Par contre, dans A League of Noblemen, le clan de Jumping, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Et en fait, c'est à ça qu'aurait dû ressembler pour moi Ardal Chronicle. Clairement, je trouve que vraiment Ardal Chronicle aurait dû s'inspirer. Bon, Ardal Chronicle est sorti bien avant, on est bien d'accord, mais pour les suites, il devrait clairement pour moi s'inspirer du clan justement de Jumping parce que vraiment, mais oh, j'adore. En fait, tout ce qui est attrait au clan de Jumping, pour moi, je suis vraiment, je sais pas pourquoi, mais je suis attirée. C'est juste trop beau visuellement. J'adore l'univers. Il y a vraiment une recherche qui a été faite et qui est très intéressante. Et même les moments qui sont attraits à ça, c'est mes moments préférés dans le drama. J'en parlerai tout à l'heure dans la version longue, donc voilà. Et aussi sa mère à Jumping est magnifique. Voilà, je pose ça là aussi, elle est trop belle.
Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mes points positifs. Alors quelques points négatifs par rapport au drama. Premier point négatif que je reprocherais au drama, l'OST est pour moi trop pauvre. Il y a vraiment pas d'OST. Il y a quasiment pas de musique, mis à part la petite musique de fond là, je vous ai dit qui ressemblait un peu à World of Honor. Sinon il y a rien. Pareil pour le générique. Je trouve que le générique, il y avait vraiment du potentiel, vraiment. Et pour moi, le générique, j'aime pas du tout le générique. Vraiment, il y a pas de musique en fait. C'est juste des bruits de fond un peu bizarres. C'est des bruits en fait. C'est même pas de la musique, c'est des bruits d'ambiance. J'ai pas forcément accroché. Et pareil pour l'OST, je lis en fait le générique à l'OST dans le sens où il y avait vraiment un potentiel qu'on aurait pu faire. Vraiment créer un OST, une image, une marque de fabrique en fait du drama. On aurait pu vraiment créer un univers autour de l'OST et faire en sorte en fait que quand on entend l'OST, on se dit ah ça c'est A League of Noblemen. Et ben je trouve que c'est vraiment pour moi un échec en fait et c'est vraiment un raté énorme. Il y avait vraiment un potentiel là-dessus. Ils auraient pu vraiment faire un OST magnifique. Ils auraient pu bosser dessus pour que vraiment ça rajoute justement au branding de A League of Noblemen. Je trouve pour moi là qu'ils ont raté leur chance de faire quelque chose d'intéressant avec l'OST. Peut-être qu'ils avaient plus de thunes dans le budget pour mettre justement dans la création d'OST. J'en sais rien. Mais je trouve ça vraiment dommage. On aurait pu faire quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, l'OST est quasiment inexistant. Il est même inexistant. Et pareil pour le générique de début et de fin aussi. On aurait pu vraiment faire quelque chose d'intéressant, mais on est passé à côté. Autre point négatif, c'est vrai que les cas qu'on va traiter tout au long du drama sont un peu rocambolesques, un peu tirés par les cheveux à certains moments. Parfois la logique ne fonctionne pas toujours, mais c'est pas non plus hyper dérangeant, hein. C'est pas les trucs qui sortent de leur chapeau non plus, mais parfois tu dis bon, après je sais pas, j'ai pas lu le roman, peut-être que le roman il fait comme ça, donc dans ces cas-là, bon bah voilà. Mais voilà, c'est pas non plus extrêmement bien rodé, on n'est pas non plus sur un Da Vinci Code, mais quand même ça tient la route, mais parfois tu vas te dire ok, oui, bon, ok, pourquoi pas. Autre chose aussi, les transitions, mais ça je l'ai dit avant, les transitions dans les personnages sont parfois un petit peu abruptes. Je m'explique. Dans une histoire, généralement, chaque personnage va suivre justement une évolution, du bon vers le mauvais, du mauvais vers le bon, ou va stagner, mais généralement, on choisit pas vraiment. Stagner, c'est pas vraiment une très très bonne chose dans des histoires, parce que finalement, bah, il n'y a pas vraiment de plus-value à apporter. Donc généralement, on a quand même une évolution dans le personnage, qu'elle soit positive ou négative, on a une sorte d'évolution. D'accord. Malheureusement, dans ce drama-là, en fait, le truc, c'est que pour moi, les personnages ont parfois des moments, des déclics, des points de pivot qui sont trop brusques, et c'est mal expliqué. Mais ça s'explique tout simplement parce que justement, comme je vous l'ai dit avant, il y a beaucoup de scènes qui ont été enlevées. Donc ça fait qu'il y a des moments où tu as des personnages qui vont vraiment avoir des changements brusques et tu vas te dire oula, d'accord, ok, c'est un peu bon, ok, c'est un peu surprenant qu'il réagisse d'un coup comme ça, qu'il explose un peu comme ça, alors qu'avant il n'y avait pas vraiment d'indices, de choses qui allaient justement nous montrer qu'il allait exploser. Mais ça, c'est justement dû au problème justement des scènes qui ont été à mon avis coupées. Donc c'est à dire que la transition d'un état à un autre pour les personnages, c'est pas forcément optimal, en tout cas pour les acteurs principaux. Après pour les acteurs secondaires, non, pas vraiment. Parfois les transitions sont un petit peu brusques et auraient pu être beaucoup plus progressives et beaucoup plus travaillées vraiment step by step, et parfois c'est vraiment tout ou rien quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, ça c'est malheureusement dû je pense aussi au montage et aux scènes qui ont été coupées, donc justement bah, il nous manque des morceaux. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les points négatifs. Je suis en train de regarder, mais il me semble que c'est tout. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, je le recommande. Pourquoi? Parce que c'est un drama BL chinois. Et pour ceux qui adorent les BL chinois, bah allez-y. Alors bien évidemment, BL, hein, c'est bromance. Hein, voilà, on va pas espérer avoir du Kim Porsche ou du Lita ou je ne sais d'autres, je sais pas, ou du Never Let Me Go. Hein, ne vous attendez pas à des gros trucs. Mais quand même, il y a des scènes où je me suis dit, ah ouais, quand même, ils ont osé quoi. C'est vraiment assez ambigu. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Si vous aimez bien les dramas historiques, bon bah voilà, tant mieux, là c'est vraiment pour vous parce que c'est BL et historique. Bon, on a l'habitude maintenant avec The Untamed des World of Honor, mais The Untamed des World of Honor ce sont des wuxia, alors que ici on est vraiment sur un drama pur, il n'y a pas vraiment de wuxia, de cultivation, d'épée, de pouvoir et ce genre de choses, non. On est vraiment là plus sur un Sherlock Holmes un petit peu si vous voulez de l'époque. Et enfin, je le recommanderais pour les bromances respectives parce qu'il n'y a pas qu'une seule bromance, mais voilà. Enfin, voilà, si vous aimez bien les bromances un peu, voilà, un petit peu genre ambigu, un petit peu sous-entendu, mais quand même qui crie clairement bromance, je pense que ça va vous plaire, donc voilà. Alors du coup, si je devais donner une note à A League of Noblemen, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 15,5 sur 20. Voilà, ça passe ma barre des 15, donc c'est vraiment une bonne surprise. Je suis très contente de l'avoir regardé, j'ai passé un bon moment. Même si j'ai des petits défauts par rapport à l'acteur principal qui pour moi ne jouait pas, Song Melong du coup ne jouait pas forcément toujours bien tout le long, en fait il n'était pas constant dans son jeu, mais quand même j'ai passé un très bon moment. Et d'ailleurs je l'ai recommandé il y a pas longtemps à plusieurs personnes et on est revenu me voir en me disant que c'était vraiment pas mal. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour cette première partie qui est la version sans spoilers. À présent je vais juste débriefer 2-3 trucs en fait sur le drama avec spoilers. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous invite à mettre en pause cet épisode, d'aller regarder le drama et après me rejoindre. Et puis bah si vous l'avez vu, bah on y va directement.
Alors, les personnages, qu'est-ce que j'ai pensé des personnages? Alors, déjà, on va parler de Jang Pyung et Lan Jue. Alors, moi, j'avoue que en termes de feeling, ça passe beaucoup mieux pour moi avec Lan Jue, avec l'acteur qui joue Lan Jue. Jim Boran, pour moi, ça passe de ouf. J'ai vraiment une affinité avec ce personnage-là, entre guillemets. Song Wei-long, c'est un peu plus compliqué pour moi, j'accroche moins l'acteur. Mais étonnamment, dans le drama, j'ai beaucoup aimé Jang Pyung, du coup, le personnage de Jang Pyung joué par Song Wei-long, même s'il a des défauts, même s'il est un peu trop simplet, bébête, innocent, candide, ce que vous voulez, vous pourrez l'appeler comme vous voulez. Je l'ai quand même beaucoup plus apprécié que Lan Jue. J'ai trouvé en fait dans le drama pour moi que Jang Pyung vraiment était une vraie sucrète et que Lan Jue clairement ne méritait pas Jang Pyung. J'irais même jusqu'à dire que je préférais qu'ils ne soient pas ensemble et qu'ils soient avec leur couple respectif. Je vais vous dire tout à l'heure avec qui j'aimerais qu'ils soient. Donc voilà, ils sont bien ensemble, mais c'était pas non plus incroyable. L'alchimie était pas non plus dingue comme par exemple dans The Untamed ou World of Honor, quoique World of Honor l'alchimie est encore discutable. Mais en tout cas dans The Untamed, c'est pas une alchimie de malade, mais ça fonctionne bien. Hein. Il y a quand même un truc, on sent qu'il y a une petite amitié, il y a un petit truc. Par contre, Jang Pyung et Lan Jue ont vraiment des grosses alchimies, mais avec les acteurs secondaires, donc je vais vous dire ça tout de suite. Alors on va commencer peut-être par Jang Pyung. Alors moi, avec qui j'aimerais que Jang Pyung soit, du coup, moi j'aurais préféré que Jang Pyung finisse avec l'empereur. Voilà, alors je sais pas si vous l'avez vu venir celle-là, mais je pense que oui. Clairement avec l'empereur, alors pas avec son meilleur ami, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent qu'ils vont bien ensemble avec son meilleur ami. Moi j'ai pas spécialement accroché au meilleur ami. Par contre, j'ai vraiment beaucoup accroché à l'empereur, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que vraiment Jang Pyung et l'empereur allaient super bien ensemble, il y avait une sorte d'amitié. Et la scène de fin, en fait, ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est la scène de fin où ils se disent au revoir, je crois, et ils se fixent pendant un super long moment, et ils sourient. Enfin, il y avait un truc, tu sens qu'on nous dit quelque chose, mais tu sais pas ce qu'on nous dit, et ça, c'est problématique. Mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment que ça passait hyper bien entre Jang Pyung et l'empereur. Et du coup, pour Lan Jue, moi, je l'aurais voulu avec Wang Yan, du coup, son Wang Yan, son meilleur pote, là, celui qui a la tête du ministère de la Justice, là. Celui qui arrive au début avec sa longue cape et tout, voilà. Vraiment, il y a une alchimie tendue entre Lan Jue et Wang Yan, vraiment, on sent qu'il y a un truc, c'est assez impressionnant, genre il y a une amitié, il y a un truc, il y a des sourires et tout. C'est pour ça que je vous disais avant que c'est un octogone chelou, parce que c'est censé être Lan Jue et Jang Pyung le couple, mais je suis désolée, mais Lan Jue et Wang Yan, il y a une intensité, il y a un truc, quand ils parlent ensemble, ils se dévorent du regard, et pareil pour... alors non, alors eux c'est vraiment intense, mais par contre vous voyez, Jang Pyung et l'empereur, il y a aussi une bonne alchimie, mais c'est pas aussi intense que Lan Jue et Wang Yan, son meilleur pote, donc vraiment c'est des... Voilà. Le meilleur ami d'ailleurs est pas mal, hein, franchement. Et je trouve que physiquement ils vont super bien ensemble. Et je sais, c'est très étrange de voir ce genre de pairing là parce que normalement c'est pas vraiment ce que tu vois dans la vie de tous les jours. Mais vraiment j'étais très étonnée de voir Lan Jue et Wang Yan ensemble. Et même à un moment donné j'ai commencé à me questionner moi-même en me demandant est-ce que ce serait pas eux en fait le end goal. À plusieurs reprises je me suis demandé parce que au début du drama Wang Yan il a vraiment une très très grande importance. Il a pas mal de scènes et il y a pas mal de scènes un petit peu ambiguës où ils discutent ensemble où vraiment ça se dévore vraiment du regard. Et à plusieurs moments je me suis posé la question est-ce que finalement ils sont pas censés finir ensemble? Visiblement non, mais il y a un truc. Donc voilà, moi j'aurais préféré plutôt faire un croisé parce que je trouve que Lan Jue et Jang Pyung c'est plus je pense une amitié. Bon après le problème aussi, pourquoi aussi je ressens pas d'alchimie entre les deux, c'est parce qu'ils ont coupé les scènes. Et je pense qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été enlevées, donc malheureusement on peut pas vraiment les shipper ensemble vu que il y a pas vraiment de contenu de matériel sur lesquels les shipper. Je pense qu'il y a ça aussi. Mais le peu de fois où je les ai vus ensemble, ils étaient mignons, hein, bien évidemment. Mais je trouve que Lan Jue n'apprécie pas Jang Pyung à sa juste valeur pour moi. Donc c'est pour ça que je les mettrais pas forcément les premiers ensemble, mais que je les mettrais plutôt avec leur couple respectif. Après, il y a le méchant, là, Gu Tinjiang, là, que j'ai pas spécialement aimé, mais celui-là, mais quel fouteur de merde! Mais celui-là, tête à claque. Ce personnage était juste tête à claque, j'ai envie de le claquer, là. En plus, on voyait qu'il prenait un malin plaisir, genre, à semer le trouble comme ça, là. Ce personnage, je n'ai pas du tout aimé, malgré le fait qu'il ait une histoire un peu compliquée, machin, machin. J'ai pas du tout accroché à ce personnage-là. Et pour le meilleur ami de Jang Pyung, du coup, là, celui qui le suit partout, j'ai pas accroché non plus. J'ai pas spécialement apprécié ce personnage-là. Il était là, mais... Ouais, non, j'ai pas spécialement accroché. Pour la mère de Jang Pyung, elle est, comme je l'ai dit avant, elle est magnifique. Sa mère, elle est trop belle. Je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai vue là, les scènes de fin là où il retourne chez lui, on en parlera juste après cette scène. Sa mère est trop belle. Vraiment, j'étais sous le charme. Quand j'ai vu sa mère, je me suis dit waouh, elle est trop belle. Voilà, je sais pas pourquoi. Et mon personnage préféré, c'est un peu compliqué. Je sais pas vraiment. Alors j'ai beaucoup aimé Wang Yan, mais si je dois choisir entre Lan Jue et Jang Pyung en termes de caractère, je préfère Jang Pyung parce que Jang Pyung c'est une sucrète. Même si parfois j'ai un peu envie de le secouer en mode réveille-toi, t'es trop naïf, t'es trop gentil, enfin voilà, t'es trop mou parfois. Mais on va dire que voilà. Après en termes de charisme et de présence, j'aime beaucoup Lan Jue, mais le problème de Lan Jue c'est qu'il est là pour moi des transitions trop brusques. Le moment où il va commencer à devenir un peu fou, il va entendre des voix, vous savez quand justement il va apprendre l'identité de Jang Pyung et tout, ils vont se séparer, puis après il va rester enfermé et puis il va vouloir écrire une lettre, la reproduire la lettre en imitant l'écriture. Il va y avoir le chat là. Cette scène là où il devient taré, ok, pourquoi pas, mais d'un coup, il va s'endormir, il va se réveiller, il va devenir totalement normal. Enfin, sa psychologie pour moi
En même temps, c'est le personnage le plus construit, en tout cas on sent qu'on a essayé de le construire et de le rendre un peu plus trois-dimensionnel, on sent qu'il y a une recherche qui a été faite derrière, mais je trouve que ça n'a pas été assez abouti, et du coup tu te retrouves avec des transitions de psychologie qui sont pour moi un petit peu trop brusques, et tu te dis d'accord, est-ce que le gars a des problèmes psychologiques, une pathologie, parce que un coup il va te planter une épée, l'autre coup il va commencer à rire, quoi, c'est un peu ça, donc je suis un peu mitigée par rapport à Lan Jue. En termes de présence à l'écran, je préfère largement Lan Jue à Jamping. Par contre, en termes de caractère et de construction, on va dire que Jamping est plus constant. Lan Jue est un petit peu un peu plus irrégulier, c'est un peu plus compliqué. Par contre, en termes de jeu d'acteur, Lan Jue, l'acteur principal Jim Boran, est vraiment constant de A à Z. Song Wei-long, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Un coup, il va te surprendre dans un épisode, de dire waouh, il joue bien, puis l'autre, l'épisode d'après, ça va être la catastrophe, ça va pas aller. Donc voilà. Et après, pour les acteurs secondaires, j'ai énormément aimé Wang Yan, je pense, pour le personnage. Et l'empereur aussi, j'ai beaucoup aimé l'empereur. D'ailleurs, l'empereur n'avait pas beaucoup de temps d'écran, c'est dommage parce que vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense que ça peut vous donner une idée déjà de qui j'ai aimé. On peut aller directement du coup aux scènes, il y avait quelques scènes dont je voulais parler. Alors une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est épisode 2, la scène des danseuses, vous savez, durant l'anniversaire de Lan Jue où il va y avoir le meurtre. Ces femmes en rouge avec leurs masques, je suis trop fan vraiment de l'univers choisi, des choses choisies. Ça change, je trouve que c'est assez innovant, il y a vraiment un concept assez intéressant derrière. Et toutes les scènes des masques et ce rouge, d'ailleurs, le rouge dans ce drama-là, les rouges choisis dans ce drama-là sont juste somptueux. Je suis fan de ce rouge. C'est pas un rouge cheap, c'est vraiment un rouge qui fait noble un peu, donc qui fait vraiment classe, on va dire. Et justement, la scène avec les masques, avec ces femmes qui dansent et tout, et ils appellent ça des puppets, du coup des poupées, ou des pantins, comme vous voulez. J'ai adoré cette scène vraiment avec les masques, magnifique. Épisode 24, quand Jumping rentre chez lui, dans son clan, et que du coup il retrouve la mémoire et qu'il se souvient de tout, et qu'on redécouvre du coup son clan. On découvre que son clan n'était pas ce qu'on pensait, mais qu'en fait c'était un clan qui vivait en harmonie, avec cet arbre immense et cet endroit avec les ruines un petit peu, qui donne beaucoup les vibes du coup de Ardal Chronicle, comme j'avais discuté juste avant. J'ai adoré tout ce moment-là, attrait justement au clan de Jumping, et quand il retrouve la mémoire, toutes les scènes où justement sa mère le sauve et qu'ils courent dans la forêt ensemble, et j'ai adoré ces scènes, vraiment, elles étaient juste magnifiques. C'est mon moment préféré du drama, c'est clairement celui-là, sans aucune hésitation. Et la scène aussi des l'épisode 2 justement avec les femmes avec les masques, vraiment j'ai adoré ces deux moments-là. Pour l'épisode 24, ce que j'ai aimé déjà, c'est visuellement tout ce qui est généralement l'esthétique générale de cette période-là, donc tout ce qui est justement le clan, les coiffures, les décors, ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé l'univers, et de l'autre côté, j'ai beaucoup aimé aussi plus dans la technique. Il y a plusieurs scènes en fait où il y a un jeu de la caméra, et le rapport à la caméra est très différent de ce que vous pouvez voir d'habitude. Ces moments où sa mère lui apprend à mettre ses mains devant ses yeux. La caméra est fixée de sorte à ce qu'on pense qu'en fait c'est nous qui sommes à la place du personnage, et du coup quand elle dit de mettre ses mains sous les yeux, l'enfant met les mains sur la caméra, et j'ai adoré cette, je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué toutes ces scènes où elle lui dit ouais justement cache tes yeux et tout, et justement il pose les mains sur la caméra, mais on voit entre ses doigts, l'espace entre ses doigts, on voit un petit peu ce qui se passe derrière, et toute cette scène où elle lui dit adieu et justement elle regarde droit dans la caméra très très proche, et justement elle lui dit qu'il doit se cacher et tout, je sais pas pourquoi, mais cette scène m'a trop impactée et je l'ai trop aimée. Je trouve qu'elle a vraiment super bien fonctionné, vraiment le rapport à la caméra était très intéressant dans cette période-là, donc j'ai beaucoup aimé comment ils ont utilisé la caméra et ce qu'ils en ont fait. Je vous invite à me donner vos retours si vous aussi vous avez apprécié ce moment-là, mais je sais pas pourquoi, mais tout de suite quand j'ai vu ce moment, je me suis dit impactant, j'ai aimé, je valide. Et je me demande d'ailleurs si cette partie-là n'a pas été filmée en plus haute fréquence d'images par seconde. Parce que là, normalement, actuellement, dans les séries et dramas, on est généralement à 24 images par seconde. Ça m'avait l'air beaucoup plus fluide dans les mouvements. Je lance ça là, hein, peut-être que je me trompe complètement. Hein. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est moi qui déconne totalement. Mais quand même, il y a quelque chose qui était différent du reste, et j'arrive pas à mettre le doigt dessus, j'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur ce qui fait que j'ai apprécié ce moment-là. J'ai essayé de faire de mon mieux pour décrire ce que je ressens, mais j'arrive pas à pointer du doigt exactement la cause. Mais bon, c'est pas grave. Épisode 29, justement, quand Jumping et l'empereur se disent adieu, et justement, il lui dit qu'ils vont se retrouver bientôt, je sais pas quoi, ils sont en train de discuter, ils se lèvent, ils se regardent l'un et l'autre, et t'as une longue scène de silence où juste ils se regardent droit dans les yeux et ils sourient l'un à l'autre, et je me suis dit, mais il se passe un truc, je suis désolée, c'est ambigu, vous pouvez pas me dire que là, ils essaient, à quoi ça sert de faire une scène comme ça aussi intense où il y a une ambiguïté réelle, enfin voilà, j'étais vraiment, mais ils vont se rouler une pelle dans 2 minutes ou ça se passe comment? Enfin vraiment, j'ai adoré, j'aime trop, il y avait vraiment, je pense, il y avait quelque chose à faire avec justement l'empereur et Jumping qui n'a pas été fait malheureusement, mais il y avait vraiment un truc à faire. Je pense qu'il y avait du potentiel pour ce duo-là qui pour moi n'était pas assez exploité, mais en tout cas j'ai adoré cette scène, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ah oui, une scène aussi qui m'a beaucoup choquée, là je me suis dit comment ça va passer la censure. C'est toujours épisode 29, c'est quand justement Jumping est parti, il me semble. Je crois qu'il est parti il a été transféré par l'empereur dans une province. Et Lan Jue, du coup, lui est toujours dans son palais, là, dans sa mansion. Il est toujours chez lui, puis il regarde le ciel, et puis t'as un énorme nuage en forme de cœur.
Alors là, clairement, y a pas de doute hein, sur l'interprétation, c'est un cœur et je pense que ça a été refait au CGI, effets spéciaux, ça a été reconstruit après. Mais je me dis, mais comment ça a passé la censure? À quel moment il y a un ban sur les BL, mais ok, on met des petits cœurs en forme, des nuages en forme de cœur dans un BL, comment ça peut passer, tu vois? Enfin, je sais pas, même World of Honor, ils ont pas osé faire ça. Même eux, ils ont pas osé. Comment ils ont justifié ça au comité de censure? Comment ils ont justifié? Ils ont dit non, 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 c'est pas un cœur, c'est pas un cœur. Je vous promets, c'est pas un... Oui, bon, si, ça ressemble, mais c'est pas un cœur, je vous promets. Je vous attendais le 29e épisode pour nous mettre ce genre de choses. Fallait le faire dès le premier épisode en fait. Et enfin, bah après 2-3 petits trucs, genre ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que Jumping, quand il part justement, quand il est muté, il est avec du coup son meilleur ami, ils sont en train de marcher et tout dans la forêt, et j'ai constaté qu'ils avaient un âne. Et je me suis dit, mais Jumping, il est le protégé un petit peu de l'empereur, c'est l'empereur qui l'envoie là-bas, et d'après ce que je comprends, Jumping est censé avoir un poste assez important dans cette nouvelle province. Tu vas me dire que l'empereur, il a pas été foutu de lui donner un carrosse? Pourquoi est-ce qu'il est va en âne? Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, attends, l'âne, âne, ça me fait penser à quelque chose d'autre. Bah oui, The Untamed, ça vous rappelle pas quelqu'un? Donc je sais pas si c'était un clin d'œil pour The Untamed, l'âne, mais je me suis dit ça colle pas parce que genre il est envoyé par l'empereur, genre au minimum tu vois, il lui donne un carrosse quoi, il lui donne un truc, tu vois, ils vont pas lui dire allez vas-y casse-toi, prends ton âne et barre-toi, tu vois, ça me semble un peu quand t'es envoyé par l'empereur et tout, au minimum ils te donnent un carrosse quoi, ils vont pas te laisser partir en âne. Donc je me suis demandé est-ce que c'est pas un clin d'œil pour faire référence à The Untamed et nous dire oui c'est bien Biel, The Untamed, âne, je sais pas. Bon, je pose ça là, je pose le post-it, après vous faites ce que vous voulez avec le post-it mais voilà. Et la fin, juste quand Lanjue du coup rend visite à Jumping dans sa nouvelle province, là il est en train de faire à manger et il lui rend visite. Je me suis dit, c'est vraiment le copain qui va voir son autre copain au travail, c'était clairement ça. Et puis même les deux amis respectifs qui sont vraiment obvious en mode non, vas-y, on s'en va, on vous laisse tous les deux, à tout à l'heure. Ah non, trop drôle. Genre l'ambiguïté dans cette scène-là, justement, où il dit oui, est-ce que je peux t'acheter un bol de nouilles? Ah non, ils sont abusés, franchement, c'est quel genre d'écriture ça? Enfin bon, voilà, quelques scènes intéressantes, hein, vraiment. Ouais, voilà, on va pas en dire plus, mais ça m'a fait beaucoup rire cet épisode 29. Je me suis dit, mais waouh, mais what the fuck, quoi. C'est à peu près tout du coup pour mes scènes. Et puis alors du coup, mon avis global, bah écoutez, j'ai déjà pas mal dit. Je pense que vous avez bien compris que c'était un drama que j'ai plutôt apprécié. Bonne surprise pour Song Wei-long qui était mieux que ce que je pensais. Étonnamment, je suis assez gentille avec lui dans ce drama-là. Donc c'est qu'il a pas du tout mal joué. Il a fait quelques progrès. Après, je vais pas dire non plus que c'est un bon. Je pense pas que c'est un bon acteur. Je pense que c'est un acteur standard. Il est pas non plus, il appartient pas à la classe des bons acteurs. Mais je trouve que franchement, dans le drama, ça va, ça va. C'est peut-être le plus faible du casting, mais je trouve que ça passe parce que son personnage était quand même assez attachant. Enfin, je veux dire, c'est pas mon personnage préféré, hein, bien évidemment, mais je trouve que le personnage quand même était assez sympathique à regarder. Il y avait des scènes assez drôles, surtout les 5-6 premiers épisodes qui étaient vraiment très très drôles. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir tenté l'expérience et d'avoir tenté ce drama, d'avoir cliqué dessus parce que franchement, si j'avais écouté justement différentes personnes et tout qui en parlaient, bah vraiment je serais passée quand même à côté de quelque chose parce que même si c'est pas le meilleur BL de l'année, c'est pas mon coup de cœur de l'année, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas mal pour la qualité, c'est vraiment pas mal. 15,5 pour moi, c'est que c'est bon. J'ai hâte de voir les autres BL qui vont sortir, dans pas longtemps. Mais franchement, c'est un bon début d'année pour 2023 et pour la Chine. Je suis vraiment très satisfaite. Les costumes aussi sont assez intéressants. Bon, vous voyez aussi qu'il y a une petite discrimination qui est faite. Clairement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Vous avez Jumping qui est vraiment habillé comme quelqu'un vraiment de la société, vraiment la basse société, quoi. Il est vraiment habillé de manière très simple. Et puis de l'autre côté, t'as Lanjue vraiment qui a la garde-robe. C'est lui qui a flingué quasiment tout le budget garde-robe du drama. Puis il y a l'impératrice aussi qui a flingué pas mal le budget. Mais de l'autre côté, Jumping, il a les restes, quoi. C'est vraiment Cendrillon, quoi. Il a les restes des morceaux de vêtements, démerde-toi avec ce qui reste, fais un patchwork, c'est un peu ça. Bon, après, ça colle aussi au personnage, hein. Mais il y a des jolies tenues, surtout pour le rouge, du coup, comme j'ai dit avant. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon petit point que je voulais faire quand même avec spoiler sur ce drama-là. J'avais 2-3 choses à dire, donc voilà, je les ai dites. Je me sens mieux à présent, je me sens plus légère. N'hésitez pas du coup à me donner vos retours, ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez pensé la même chose ou si vous avez vu d'autres choses que j'aurais peut-être oubliées. Donc voilà, c'était mon épisode du coup sur le drama League of Noblemen. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner du coup vos retours si vous avez vu le drama, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé. Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous avez envie de le regarder. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.